Salut à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Donc aujourd'hui, trois petites choses, un message d'une lettre, un message d'un abonné, d'une abonnée plus exactement à la lettre. Puis l'eau, alors ça c'est des porteurs d'eau à Oran qui sont d'origine marocaine. C'est une photo assez connue qu'on voit assez souvent. Et je vais essayer de trouver du temps pour parler de ma petite anecdote turque. Salut Dan, coucou, content de te voir aujourd'hui. Deux petits spectateurs, à vous pensez à me faire coucou en arrivant, je l'ai marqué en haut normalement. Donc, une abonnée à la lettre qui m'écrit: tu sais, je garde tout, c'est-à-dire les résumés des lives que j'envoie dans la lettre, car bientôt je quitte Saint-Germain-en-Laye et je retourne chez moi à Perpignan. Il me tarde de faire lire à ma mère toutes tes histoires qui me font vivre de très bons moments et me font connaître notre pays. Je te remercie de tout ce temps que tu nous accordes en souhaitant pouvoir te rencontrer bientôt. Bonne journée. Je te raconterai plus tard une histoire vraie et triste qui s'est passée lors d'un pèlerinage à Santa Cruz. Alors, il y a tout ce que j'aime, je crois, dans cette petite lettre là, enfin dans cette petite lettre, non, dans ce petit commentaire, dans ce message que j'ai reçu de la lettre. Il y a des petits remerciements et ça fait toujours plaisir. Ensuite, il y a quelqu'un qui va profiter de tous les résumés qu'il y a dans les lives, parce que dans les résumés, je mets tous les témoignages et je mets évidemment tout ce qui est en rapport avec l'histoire d'Oran et dont j'ai parlé. Mais je me demande si c'est pas les témoignages dont je parle normalement au début, à chaque fois, qui finalement sont les plus importants, parce que je tiens moi à les garder, ces témoignages. Donc je vous les envoie, mais c'est une manière à moi de me les garder aussi quelque part. Et elle va profiter de tout ça pour en parler avec sa mère. Et ce que j'aime bien moi dans cette histoire, c'est qu'il y a un échange entre les générations. Quand il y a un échange comme ça, je pense qu'il est important qu'il y ait des choses qui passent entre les générations. Je crois que si je fais ça, fondamentalement, c'est pour qu'il y ait des éléments de transmission entre les générations. Et en fin de compte, plus on descend dans les générations, et mieux je me porte moi. Donc ici, ce qu'elle me dit en plus, c'est qu'elle va me raconter une petite histoire vraie et triste, j'espère que ce ne sera pas trop triste, qui s'est passée lors d'un pèlerinage à Santa Cruz. Alors je pense que ce pèlerinage à Santa Cruz, c'est celui à Oran et que c'est pas à Nîmes, Santa Cruz. Et ça aussi j'aime bien, parce que j'aime bien quand on m'envoie des choses. Donc il ne faut pas hésiter à m'envoyer des choses, soit m'envoyer des demandes. Salut Théma. Soit m'envoyer des demandes, comme ça a été fait d'ailleurs aujourd'hui pour l'eau dont je vais parler juste après là. Soit m'envoyer de la documentation, soit m'envoyer des témoignages comme ça. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, parce que j'aime bien moi recevoir des choses comme ça, parce que j'apprends en même temps. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette petite lettre. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais essayer aujourd'hui de ne pas partir trop longtemps dans les grands délires, histoire d'arriver à tenir 20 minutes et pas plus que ça. Salut Chantal. Donc j'attaque tout de suite l'eau. Alors ça, c'est une photo qui circule assez souvent. C'est des porteurs d'eau marocains à Oran. Parce qu'il faut savoir que l'eau à Oran, enfin je le dis, mais enfin il y en a pas mal qui le savent ici. Il faut savoir quand même que l'eau à Oran, elle a mis énormément de temps avant d'arriver douce. Et jusque-là, elle était plus ou moins saumâtre. Et c'est juste en juillet 52 qu'on arrive à amener de l'eau douce depuis le barrage de Beni Badel, qui se trouve du côté de Tlemcen là-bas. Donc il y a quelques centaines de kilomètres jusqu'à ce que l'eau douce arrive à Oran. Et avant 52, il y a d'autres nappes qui fonctionnent, mais enfin qui sont un petit peu moins bien. Alors je vais vous lire un témoignage de quelqu'un que j'ai trouvé dans un document qui traite de toute l'eau à Oran, et duquel je m'étais inspiré il y a quelques années pour écrire un truc sur l'eau à Oran. Et ce témoignage, il décrit vraiment bien ce que ça pouvait être à l'époque. Quelques mots sur cette vie au quotidien, avec son côté pittoresque et son côté dramatique. Parce que pittoresque, vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est pittoresque, et dramatique parce qu'il y a eu des rationnements d'eau pas faciles à gérer à Oran. Le côté pittoresque, c'est le vendeur d'eau avec sa peau de bique, et je pense que c'est ce que vous avez vu ici, là. Le vendeur d'eau avec sa peau de bique, sa clochette, sa coupelle dans laquelle on buvait. Cette eau n'était pas toujours recueillie dans des endroits très sanitaires, ça c'est clair, mais on voyait les Oranais manger la kalentika, ce fameux flan au pois chiche que l'on vendait dans les rues,
À côté du vendeur de Kalentika, il y avait le porteur d'eau, et on buvait sa coupelle d'eau après avoir mangé son morceau de flan. Alors ça, c'est des choses que je ne savais pas, parce qu'on ne me l'a pas tellement raconté, mais en fin de compte, voilà, manger la Kalentika, ça je le sais, puis j'en ai même mangé encore en y allant en avril, là, et à côté, il y avait le porteur d'eau qui vendait sa petite coupelle. Salut, oui, oui. Donc il y avait le porteur d'eau qui vendait sa petite coupelle en même temps. Également pittoresque, les longues queues, place de la République à Oran, donc on est dans les bas quartiers, pas très loin de la place Kléber, sur tout l'ancien ravin de Ras El Ain là. On l'entendait, me dit Dan, crier agua fresca. Bah oui, c'est sûr. Où toutes les ménagères venaient faire leur plein d'eau et remplir leurs bidons, leurs outres. Alors, place de la République, moi je ne vois qu'une seule fontaine, c'est la fontaine Aucourt. Je crois d'ailleurs que j'avais mis la photo quelque part par là, je ne sais plus trop où je l'ai fichue, ouais, je crois qu'elle est là. Vous allez me dire si c'est là, à cette fontaine Aucourt, place de la République, que on venait récupérer de l'eau douce, ou si c'est ailleurs, place de la République, on récupérait l'eau douce. Hein. Mais en tout cas, lui marque donc également pittoresque les longues queues, place de la République à Oran, où toutes les ménagères venaient faire leur plein d'eau et remplir leurs bidons, leurs outres. Également, il existait des circuits parallèles, parce qu'il y avait des compagnies. C'est ça. Est-ce que c'est place de la République, Dan? Alors le CESA, c'est pour dire que c'est la place de la République. Il y avait des compagnies, si je puis dire, qui allaient chercher l'eau à Ras El Ain ou à Misserguine, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait pas mal d'orangers et ainsi de suite, mandariniers et compagnie à Misserguine, c'est qu'il y avait de l'eau qui circulait là-bas. Oui, me dit Dan, d'accord. Donc c'est bien place Aucourt, fontaine Aucourt, place de la République. Et qui revenait avec des tanks pleins d'eau. Ceux qui avaient les moyens, naturellement, vivaient sur ce second circuit d'eau douce, parce que l'eau était excellente à ces endroits, contrairement donc aux porteurs d'eau qui portaient pas toujours de l'eau qui était super nickel. Le côté dramatique, ça c'est pas négligeable non plus, c'était le rationnement d'eau. Dans le début des années 40, Oran a connu les rationnements. Il y avait 1 heure d'eau le matin, et 1 heure d'eau le soir. Alors je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, les années 40 ça commence à remonter un peu, ceux qui sont toujours là les années 40, mine de rien, ils ont quand même 75 ans, et ils étaient tout petits à l'époque, donc je ne sais pas trop s'ils s'en rappellent. Il y avait 1 heure d'eau le matin et 1 heure d'eau le soir, avec tous les problèmes sanitaires que cela peut poser. On remplissait les baignoires, les bonbonnes, les casseroles. Le matin on faisait le plein d'eau pour la journée, et le soir, pendant l'heure de distribution d'eau, il fallait refaire le plein. Alors je ne sais pas trop si vous vous rappelez de ça. Il y avait quand même un petit côté amusant, c'était le café à l'eau salée. Alors ça, je suis sûr qu'il y en a plein qui s'en rappellent, parce que moi je l'ai entendu 1000 fois, le café à l'eau salée. Hein. Et les vieux Oranais, une fois qu'ils ont eu de l'eau douce, mettaient du sel dans leur café, parce qu'ils trouvaient ce café totalement insipide. Dernier point, le résultat s'en est fait également sentir sur le plan politique. Et là, évidemment, on va faire référence à l'abbé Lambert dans les années 30. Hein. Au début des années 30, un abbé est arrivé. Il a mis une soutane blanche, un grand casque colonial blanc, et il a dit « Je suis sourcier, je vais vous donner de l'eau ». Il s'agissait de l'abbé Lambert, il a parcouru tous les quartiers populaires d'Oran en disant « Je vais vous donner de l'eau ». Naturellement, il n'a pas trouvé l'eau qui n'existait pas, mais il s'est fait élire quand même maire d'Oran, et puis député. Pour nous tous, Oranais, l'eau était vraiment une bénédiction du ciel, un moyen de vivre. Alors je ne sais pas trop si vous vous rappelez un peu de l'abbé Lambert. Moi j'ai eu le deuxième mari de mon arrière-grand-mère, qui travaillait à la mairie et qui était un adorateur de l'abbé Lambert. Et il devait être là. Alors c'est vrai qu'il y avait du monde qui l'adorait, ce mec, sauf que ce mec il n'était pas super apprécié de tout le monde, parce que c'était vraiment un cas très spécial. Hein. Donc ça c'était vraiment, j'allais dire, le côté pittoresque à Oran de l'eau. Et alors il faut savoir, salut Marie-Ange, Louis, hello. Je ne connaissais pas l'abbé Lambert. L'abbé Lambert, il est quand même assez connu. Hein. Dans les années 30, il est connu pour des tas et des tas de raisons, et notamment un antisémitisme très fort. Et il était assez incroyable sur ce plan-là. Et alors, je vais essayer de vous raconter au tout début. Le tout début, c'est quand même où est-ce qu'on allait chercher l'eau quand même avant. L'eau, il faut savoir qu'en fait, à Oran, elle arrive par la Grande Sepra, qui est le résultat d'un problème tectonique. Hein. En géologie, la tectonique, c'est les déplacements des continents, et comme il y a l'Afrique qui remonte contre l'Europe, il y a des grandes cassures, des cassures qui vont se trouver de manière horizontale comme ça, et la Sepka, c'est une cassure. Donc vous avez un long bassin horizontal et qui s'effondre un petit peu. Et dessous, il y a des nappes qui partent de la Sepka. Et alors vous avez, alors ça c'est une carte que j'avais faite il y a un petit moment déjà, où on voit
Brédéa, et c'est à Brédéa qu'on allait chercher l'eau à Oran à l'époque. Et on allait se la chercher, alors quand je dis à l'époque, en fait, c'est à la fin du 19e, parce qu'au début du 19e, enfin pas début du 19e, le milieu du 19e, on est à la marine. Et la marine, il y a le ravin de Ras El Aïn qui apporte l'eau, là il n'y a pas de problème, et on se retrouve avec énormément d'eau douce qui va suffire à la marine en bas. Le problème, c'est quand il va falloir monter l'eau à Oran, qui est sur le plateau de Karganta à la fin du 19e siècle. Là, il y a un vrai problème. Et alors là, on est obligé d'aller chercher l'eau à Brédéa, c'est-à-dire donc au sud-ouest, assez loin d'Oran, et on va se chercher l'eau en 1864, aménagement de la nappe de Brédéa en 1864. En 1878, on commence à capter l'eau de Brédéa, et capter l'eau, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de la pomper, il y a suffisamment de débit et tout ça pour juste récupérer l'eau. Par contre, dès 1924 en vérité, alors là on va être obligé de la pomper, parce qu'il y a la nappe qui est en train de descendre petit à petit. Et il faut se rappeler quand même qu'en 1831, quand les Français arrivent, il y a 3000 habitants à Oran, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Ça veut dire que l'eau qui est au niveau de la marine, elle suffit mais largement pour alimenter tout le monde. Et comme tout le monde est à la marine, il n'y a pas trop de problème. Par contre, on peut dire qu'en 1931, tout Oran est monté sur le plateau de Karganta, et l'eau qui arrive en bas, elle suffit pas, mais alors elle suffit pas du tout. Donc on est obligé d'aller chercher ailleurs, et on est obligé d'aller chercher à Brédéa. Et en 1924, le problème devient très grave. À partir de 1920, on constate un abaissement du niveau de la nappe de Brédéa, et on a une situation qui devient très difficile. En 1928, on oblige tous les particuliers qui ont un puits en Oranie à donner leur eau, et on prend cette eau pour alimenter Oran, puisque Brédéa ne suffit même plus. Et en 1938, il y a interdiction d'utiliser cette eau pour l'agriculture. Toute l'eau de Brédéa doit aller à l'alimentation de la ville d'Oran. Ça veut dire qu'à la fin des années 30, ça devient catastrophique la gestion de l'eau à Oran, on est en manque d'eau, et à ce moment-là, ils vont être obligés d'aller se chercher de l'eau douce ailleurs. Et alors, je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est le barrage. Le grand barrage, ça c'est une photo de la construction, le grand barrage de Beni Mellel, qui se trouve en fait très loin quand même. On est au niveau de Tlemcen, et c'est un barrage qui a déjà été construit dans les années 30 et qui est là pour alimenter, salut Rafik, qui est là pour alimenter toute la plaine au niveau de Tlemcen, pour alimenter l'agriculture au niveau de Tlemcen. Et alors on va être obligé de remonter le mur de ce barrage de 7 mètres pour qu'il y ait une plus grande quantité d'eau dans le bassin du barrage, et c'est cette eau-là qu'on va aller récupérer pour l'envoyer à Oran. Et cette eau-là, on va mettre 10 ans à peu près quand même à construire le barrage, à le rendre fonctionnel, et c'est en 1952, donc c'est après la Deuxième Guerre. Alors Marie-Ange me dit, on avait des réservoirs sur les terrasses. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi, il y avait des réservoirs pour récupérer l'eau sur les terrasses. Dan me dit, à Saint-Cloud, nous avions de l'eau jusqu'à 11h le matin, année 56-59, que nous stockions dans un bassin. Et alors moi je me rappelle, c'est vrai, je me rappelle très bien, que mon père m'avait dit que chez sa grand-mère à lui, à Valmy, c'est-à-dire à El Kerma actuellement, où je suis allé d'ailleurs, il y avait, pareil, dans sa cour, un bassin qui récupérait l'eau de pluie, de manière à pouvoir au moins se laver, faire des choses, laver son linge, etc., etc. Mais enfin bon, le problème, si vous voulez, c'est quand même que Oran, il faut penser donc que 1831, c'est 3000 habitants, ça veut dire pas grand chose en ce qui concerne l'eau, il n'y a pas grand monde. Par contre, en 1931, on en est à 160 000 habitants. Et quand on est en 1955, on est à 400 000 habitants. Ça veut dire qu'on ne peut plus fonctionner avec des terrasses, des bonbonnes et des choses comme ça. On est obligé d'aller se chercher de l'eau super loin. Et la nappe de Brédéa, elle est en train de baisser, on ne peut même plus s'en servir. Et on est obligé d'aller se la chercher du côté de Tlemcen, là-bas, où ils vont l'amener. Et alors, elle va arriver en juillet, si je me rappelle bien, en juillet 56, si je retrouve mes petits papiers qui sont par là, je sais pas où en fait, c'est pas très grave en fait, je me rappelle quand même. En juillet 56, il y a une grande fête qui s'appelle la fête de l'eau, et c'est la photo que je vous ai mise dans le statut juste au-dessous en fait du live là, où on voit une grande fête qui est la fête de la Nisette.
et c'est l'arrivée de l'eau douce à Oran. Voilà, 1952, comme dit Dan, c'est en juillet 52. Hein. Ça arrive d'abord en juin 52 dans les quartiers, ça arrive à Gambetta, ça arrive à Ekmul, etc., etc. Puis ça va arriver partout dans Oran en juillet 52, et il va y avoir une gigantesque fête de la Nisette, et tout le tralala, ma foi. Et à ce moment-là, c'est tout bon. Et il faut savoir quand même qu'actuellement, s'il y a des problèmes d'eau à Oran, c'est en grande partie parce que le bassin du barrage de Beni Badel n'a pas été tellement entretenu. Résultat, il y a des tas et des tas de dépôts qui se font depuis des dizaines d'années en fait, et on a de moins en moins d'eau dans le barrage, plus les canalisations qui sont pas vraiment entretenues et qui font que ça passe pas très bien. Et au niveau d'Oran, encore moins, parce que pareil, les canalisations qui passent dessous sont pas entretenues, donc on a des gros problèmes. Oui, bonsoir Paul. Tu t'en vas ou t'arrives? Parce que je t'ai déjà vu, je crois. Donc on a l'eau qui est problématique à Oran en grande partie parce que ce grand barrage de Beni Badel là, il n'est pas super entretenu et que les canalisations ne sont pas super entretenues, donc elles sont en train de se boucher petit à petit. Bon, voilà ce que je voulais vous dire sur l'eau, et il faut que je me retrouve là-dedans mon petit drapeau turc qui est là pour vous raconter une petite anecdote qui m'est revenue l'autre jour. Assez tard en fin de compte, et c'est toujours comme ça que ça marche, hein, c'est-à-dire que quand on a cheminé comme ça vers l'Algérie, dans mon cas en tout cas, il y a tout à coup, tac, des petits événements qui se sont passés longtemps en arrière et qui commencent tout à coup à prendre sens. Et dans mon cas, on peut dire que c'était en 1997, alors sauf que les maisons n'étaient pas approvisionnées. Les maisons n'étaient pas approvisionnées quand, Marie-Ange? À quelle date exactement? Parce que en 52, tout le monde était approvisionné. Hein. Apparemment, tout le monde était approvisionné quand même. Enfin, c'est ce qui m'a semblé. Hein. Maintenant, je suis sûr de rien évidemment, mais enfin, c'est ce qui m'a semblé quand même. Et alors, cette petite histoire-là, je pense que c'était en 1997, en septembre 97. J'arrivais, alors comme tous les enseignants, moi j'enseigne les sciences hein, parallèlement, et j'ai commencé en 96, et alors en 97, on m'a envoyé promener dans le nord, et plus exactement dans le nord-est. C'était à Charleville-Mézières, il y en a peut-être qui connaissent, c'est dans les Ardennes. J'étais bien perdu là-bas, mais enfin ça me dérangeait pas à l'époque, parce que moi j'aimais bien, j'avais envie de me promener ailleurs. Et alors quand même, quand je suis arrivé, le soir, j'ai roulé toute la journée. Quand je suis arrivé le soir, je me suis arrêté à la cafétéria pour manger. J'avais mis ma voiture devant, elle était bien chargée. J'avais mis ma voiture devant. Et à la cafétéria, il y avait une serveuse là, et il n'y avait pas grand monde. Hein. C'était je sais pas quoi, hein. Je me demande si c'était pas un dimanche soir ou quelque chose comme ça. Une serveuse là qui était turque. Et on a sympathisé, mais alors tout de suite, sur la même longueur d'onde. Une serveuse turque. Dès le lendemain, elle m'a aidé, on s'est retrouvés, elle m'a aidé à emménager chez moi et tout ça, parce qu'elle avait amené des amis à elle pour m'aider à charger et tout ça. On a continué à se voir très régulièrement. Moi, j'allais manger à la cafette de temps en temps et on se voyait, on discutait, on prenait un café ensemble par la même occasion, etc., etc. Et très vite, elle m'a dit, bah, si tu veux, il y a un mariage turc qui se passe à la fin du mois là, si tu veux, tu te trouves quelqu'un pour accompagner et tu viens au mariage turc. Et je me suis retrouvé dès le mois de septembre, j'avais à peine fait 3 semaines là-haut dans les Ardennes, à participer à un mariage turc. Alors mariage turc, ça vaut le coup. Alors je ne sais pas les mariages algériens, moi j'ai jamais vu. J'en ai vu juste en photo comme ça, puis on m'a raconté. Mais mariage turc, j'en ai vu un. J'en ai vu un dans ma vie. Et c'était vraiment très spécial. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter ça parce que c'est pas non plus passionnant, mais enfin, il y avait des gâteaux partout, il y avait des chants, il y avait des you-you dans tous les sens, et je me suis retrouvé toute une après-midi là-dedans. Et à l'époque, je me demandais vraiment, mais qu'est-ce que je fais? Comment ça se fait que j'ai atterri là-dedans? Et c'est quelqu'un avec qui je suis resté ami pendant 2 ans. Hein. Ensuite, je l'ai aidé, elle faisait des études de sciences sociales, et je l'ai aidé à faire un petit truc qu'elle devait faire, et ainsi de suite. On s'est revus pendant 2 ans, en résumé. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé entre nous, là, pour que ça soit comme ça, tac, tout de suite? Et je pense qu'il n'y a que maintenant, 25 ans plus tard,
non 20 ans plus tard, que j'arrive à me dire, mais en fait, j'étais sur la même longueur d'onde, on était tous les deux sur la même longueur d'onde, sauf qu'à l'époque, moi je pouvais pas comprendre que j'étais sur la même longueur d'onde que pas mal de personnes qui arrivaient du monde arabe, et qu'il n'y a que maintenant que j'arrive à comprendre que quand je me retrouve face à des personnes qui arrivent du monde arabe, mais je suis sur la même longueur d'onde qu'eux, beaucoup plus que quand je suis avec des Européens, où je suis toujours un peu ici en décalage, alors que là-bas je ne me sens pas en décalage, je me sens sur la même longueur d'onde. Et de temps en temps, tac, j'ai comme ça des petites étincelles qui me reviennent et je me dis, ce que tu as vécu là avec cette fille, clairement, c'était comme une annonce de ce qu'il y avait au moins dans ton inconscient et de ce qui allait se passer 20 ans plus tard. Donc tous ceux qui se lancent dans leur petite quête et tout, fondamentalement, je leur conseille quand même de faire un petit retour dans leur mémoire parce qu'il se passe des choses, il s'est passé des choses par le passé, qui sont des petits signes toujours de ce qui travaille dans l'inconscient. Hein. Et ça, je pense que ça vaut le coup, ça fait partie du travail. Moi, je sais que ça fait vraiment partie du travail. Salut Nathalie, je suis là, mais pas là. Des bises à tous et pas décalé non plus. Bon, bah écoute, hein, si tu es là et pas là, tu m'expliqueras ce que ça veut dire exactement. Et donc voilà, je voulais juste dire que bien souvent, on se lance dans une quête comme ça, mais en fait, c'est quelque chose qui travaille depuis très longtemps en profondeur et qu'il est arrivé des petites choses comme ça et que c'est pas mal d'aller les revoir parce qu'elles donnent des petits signaux qu'il est sympa d'être capable de décoder de temps en temps. Bon, sur ces belles paroles, 20 minutes, voilà, je vais essayer de pas déborder plus longtemps, j'espère que vous avez appris des petits trucs sur l'eau et sur ces belles paroles, ben écoutez, je vous salue, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, on se retrouve demain. Marie-Ange, les travaux de raccordement dans les appartements, l'eau arrivée devant l'immeuble, mon grand-père accordé pour faire plaisir aux voisins. C'était quand les travaux de raccordement? Est-ce que tu as un petit souvenir de la date? Alors comme je suis sur la fin, je ne sais pas très bien si je vais pouvoir aller plus loin que ça. Si tu arrives à me répondre vite, ça sera bien. Sinon, tu me réponds dessous et je continuerai à commenter dessous et on en reparle éventuellement demain. Sur ces belles paroles, je vous salue. Portez-vous bien, on se retrouve demain, 19h heure française, 18h heure algérienne, 52 le raccordement. C'est-à-dire que quand l'eau arrive en 52, il y a tout le monde qui s'amuse à faire les raccordements et tout ça, c'est ça? 8 spectateurs, bon, eh ben c'est pas plus mal, c'est comme d'habitude, c'est dans ma moyenne. Je vous salue à tous et je vous dis à demain, ciao.